quels sont les contours de l'état d'urgence sanitaire proclamé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo? C'était le 24 mars dernier. Ça continue de défrayer la chronique. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler notre cher et beau pays frappé par le coronavirus, le Covid-19? Nous sommes déplacés. Votre télévision du cinquantenaire s'est déplacée à 2000 km de Kinshasa, la capitale. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous recevons Maître Fidèle Kiomba. Bienvenue. Merci. Maître Fidèle Kiomba est avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Il était plusieurs fois membre de l'ordre du barreau près la cour d'appel du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons vraiment disséquer un peu cette question qui continue à alimenter les débats dans différentes rues de la RDC. Fidèle Kiomba, c'est un avocat chevronné, bien connu. Sa notoriété est incontestable dans la région de l'espace Katanga. Fidèle Kiomba, un peu triste? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes stressé par cette pandémie? Ben voilà, c'est une situation qui nous amène à nous poser plusieurs questions parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain, au-delà de toutes les précautions que nous prenons. Alors ça, vraiment, ça continue à laisser beaucoup de points d'interrogation parce que à voir ce qui se passe à l'étranger, bon, vous voyez comment les gens sont en train de mourir. On se dit, mais est-ce que demain, après-demain, on ne pourrait pas aussi connaître ces genres de cas? Est-ce qu'on ne va pas perdre des êtres chers? Et d'autant plus que, bon, écoute, on commence déjà à enregistrer. Donc ça ne peut pas nous réjouir. Donc ça continue vraiment, bon, dans une certaine mesure, à nous inquiéter. Hein, au-delà de tout ce que nous prenons comme mesures, précautions, voilà. Ok, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'état d'urgence? Oui, en des termes simples, ouais. En des termes un peu simples, nous pouvons dire que nous nous retrouvons dans un état ou dans une situation de nécessité, hein, où on constate qu'il y a une certaine gravité qui menace le fonctionnement d'un état et pour cela, on prend des mesures circonstancielles ou liées à cette circonstance-là. Voilà. Voilà, quelles peuvent être ces mesures auxquelles vous faites allusion? Bon, les mesures tendent naturellement à réduire les libertés des gens, hein, et cela dépend de la situation qui est à la base de cet état d'urgence. Hein, et c'est de là que où découleront les mesures qui seront appropriées. Parce qu'on ne peut pas les envisager comme ça, elles doivent être adaptées à la situation en question. Voilà, les mesures qui doivent accompagner l'application sur le terrain de cet état d'urgence. Oui, mais dans le cas d'espèce, par exemple, parce que nous sommes en train de parler de cette pandémie de coronavirus. On nous a informé de quelle manière elle est en train de progresser ou de se propager. Parmi les mesures restrictives de liberté, c'est quand on vous demande de ne pas sortir, de rester chez vous. Vous voyez? Alors que vous avez la liberté d'aller et de venir, mais à un moment donné, compte tenu d'une situation donnée, l'État est dans l'obligation, dans l'intérêt supérieur de cet État-là et de toute la population, de pouvoir à un moment donné dire, bon, enfin, on réduit vos mouvements d'aller et de venir, on vous demande de rester ici. Vous voyez? Donc c'est en quelque sorte une violation d'une liberté, mais une violation qui se justifie par un intérêt supérieur. Hein? Voilà, donc ça fait partie des mesures. Voilà. Certains parlent d'une violation légale. Est-ce que ça peut exister? Oui, mais à partir du moment où vous le faites en vertu de la loi, c'est-à-dire c'est la loi qui vous permet de le faire. Donc vous n'avez pas violé. Je vous donne un exemple.
nous sommes devant un cas de condamnation à mort. Ok? On dit qu'il faut respecter la vie. Hein? La vie de la personne, elle est sacrée. Mais d'autre part, on dit, bon voilà, il y a une loi pénale qui condamne une personne pour telle infraction à une peine de mort. Et si on doit exécuter, c'est toujours la même loi qui a même prévu la manière dont on doit exécuter. Vous voyez? Donc on vous exécute, on ôte la vie, alors que la vie, elle est sacrée. Donc c'est-à-dire qu'on le fait en vertu de la loi. Maître Fidèle Kiomba, il y a des discussions qui se poursuivent, il y a des contradictions, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'un état d'urgence sanitaire, est-ce que ça existe? Ou un état d'urgence tout court? Ben voilà, un état d'urgence tout court, c'est de cela que la Constitution parle. Quand vous allez à l'article 85, on vous parle d'un état d'urgence, tout court. Mais cet état d'urgence ne vient pas du néant. On vous dit, il y a des circonstances graves qui menacent, par exemple, le fonctionnement des institutions. Alors, ce sont ces circonstances graves-là qui peuvent être un qualificatif, à mon sens, à un état d'urgence. C'est-à-dire, au départ, c'est un état d'urgence, mais peut-être on fait part ou on fait allusion aux circonstances qui ont provoqué cet état d'urgence. Et bon, je crois que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut parler d'un état d'urgence sanitaire. Là, il n'y a pas de problème. Urgence sanitaire? Non, enfin, je ne pense pas qu'il y ait... Parce que la Constitution ne prévoit pas, ne donne pas une dénomination d'un état d'urgence sanitaire. Non, enfin, je vous ai dit ceci. Parce que si on voit la forme même de l'ordonnance qui a suivi la proclamation de cet état d'urgence par le chef de l'État, ça parle d'un état d'urgence sanitaire. Parce qu'il y en a qui disent, départ, la forme, ça viole déjà la Constitution. Bon, je pense que pour être strict... La dénomination seulement de cette pour ordonnance... être strict, on parlerait tout simplement de l'état d'urgence. Mais à l'intérieur de cet état d'urgence, on ferait allusion aux circonstances graves qui ont justifié cet état d'urgence. Vous voyez? Et c'est comme ça que je me dis, peut-être parce qu'il faut rentrer dans l'esprit de celui qui a formulé les choses de cette façon-là, pour dire, ben, est-ce que ce n'est pas ça qui l'a amené à ajouter un qualificatif? Vous voyez? Mais sinon, la Constitution, pour être clair et précis, elle vous parle tout simplement d'un état d'urgence. État d'urgence tout court. Oui. Donc, en tant que magistrat suprême, le chef de l'État peut s'arroger le droit d'ajouter quelque chose à la dénomination ou à l'appellation de l'état d'urgence. Non, mais écoutez, par rapport à la loi, tout le monde doit se conformer à la loi. Hein, quel que soit votre rang, vous devez vous conformer à ce qui est dit par la loi. Hein, parce que la loi, écoutez, elle est impersonnelle, hein, elle ne vise pas tel ou tel... Non, non, enfin, quand la loi elle est prise, elle est impersonnelle, elle s'attaque à tout le monde. Alors, qui que vous soyez, vous devez vous plier, vous incliner devant la loi. Voilà. Ok, maintenant quand on voit les mesures d'accompagnement, les mesures pratiques prises par différentes autorités à travers les provinces, nous avons vu à Kinshasa la diminution des nombres des passagers dans les bus, les véhicules de transport en commun. Et quand nous voyons aussi la fermeture des shops, pendant qu'au moment des confinements, là, la population a besoin quand même de se nourrir. Comment vous trouvez ces différentes mesures? Oui, M. José. Ici, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, on voit même les chauffeurs, les transports en commun, se plaindre, organiser des marches. Est-ce que cet état d'urgence ne va pas nous provoquer encore d'autres tensions au sein de la population? C'est possible qu'il y ait des tensions si les gens ne veulent pas comprendre ou si les gens ne comprennent pas. Parce que vous allez vous souvenir, je venais de vous dire tout à l'heure là, que
l'état d'urgence s'accompagne de certaines mesures. Et ça, ce n'est pas la volonté d'une personne. Ça, c'est la volonté constitutionnelle. Dès que le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence, nous partons de l'article 85, hein, où il a le droit de proclamer cet état d'urgence, après bien entendu concertation avec le Premier ministre, avec ici chez nous, avec les deux présidents, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale, il proclame. Mais après cette proclamation-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des mesures qui sont prises. Et ces mesures-là sont prises après délibération en Conseil de ministres. Et ces mesures sont prises par ordonnance. Après délibération en Conseil des ministres. Et quand on prend ces mesures-là qui accompagnent cet état d'urgence qui a été proclamé, nous revenons pour dire qu'il y a des mesures restrictives de liberté. En temps normal, vous jouissez de toutes vos libertés, vous jouissez de tous vos droits. Mais par rapport à cette circonstance-là, qui justifie cet état d'urgence, il y a nécessité de prendre certaines mesures. Donc, de limiter même les droits. C'est ainsi que quand on vous dit, ne sortez pas, restez, on a limité vos droits, mais en vue de protéger un intérêt supérieur. Alors, que les gens se plaignent, c'est normal, parce que peut-être que tout le monde n'arrive pas à faire des provisions, il est en difficulté, il doit sortir, il doit faire ceci. Bon, ce n'est que normal. Que les taximens ou les chauffeurs ou qui là se plaignent, ce n'est que normal, parce que ça vient perturber le fonctionnement normal de leurs activités. Mais c'est une perturbation qui est permise par la loi, parce qu'il y a, j'insiste, un intérêt supérieur à sauvegarder. Maintenant, ici, si on peut prendre le contexte de notre pays qui est frappé par le coronavirus, plus à partir de Kinshasa, notre pays dépend presque à 90% de l'extérieur pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux décideurs par rapport aux mesures, aux dispositions pratiques de cet état d'urgence? Parce que quand nous voyons sur le terrain, c'est comme si cet état d'urgence risque, sur le point de décimer la population avec la faim. Décimer, je ne pense pas, parce que voilà, les autorités ou le chef de l'État, en prenant ces mesures-là, n'a pas fermé les frontières par rapport aux marchandises, non. Là, on n'a pas fermé. On dit les cargos, les avions et ceci, cela, hein, et les produits pharmaceutiques. Non, enfin, non seulement les produits pharmaceutiques, même les produits alimentaires doivent entrer. Et quand ces produits entrent, ils n'entrent pas seuls. Il y a peut-être des convoyeurs, il y a des membres d'équipage qui sont là. Mais sauf qu'on dit, pour les membres d'équipage, ils sont soumis à ces mesures-là. On doit procéder à un contrôle strict. Et ça, c'est pour protéger la population. Mais néanmoins, les vivres, on les laisse entrer. Donc, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Sauf que, bon, voilà, vous savez, dans le monde des affaires, il y a aussi certaines lois qui s'appliquent automatiquement. Hein, même si on peut aussi ajouter une sorte de mauvaise foi. Mais la loi économique qui s'applique, c'est laquelle? C'est la loi de l'offre et de la demande. Si à un moment donné, les gens retiennent leurs marchandises ou leurs biens et que les biens là, hein, consomptibles deviennent rares sur le marché, la conséquence c'est que, ça c'est une loi économique, il y a hausse des prix. Hein, ça c'est normal, même si on va tomber dans d'autres infractions, mais sur le plan économique, ça sert. Quelles sont les infractions les personnes qui retiennent par exemple les produits de première nécessité, la farine et autres, parce qu'on le voit même aujourd'hui, la farine de maïs, oui. Hein, l'aliment de base, qui est presque invisible. Des gens qui retiennent leurs marchandises pour faire ce qu'on appelle la surenchère, pour faire ce qu'on appelle la spéculation, et entre-temps la population en souffre. Quelles sont les infractions
qui doivent être appliquées aux opérateurs économiques ou à certains commerçants qui se livrent à de telles pratiques? Ben voilà, il y a une première infraction qui me vient à l'esprit, c'est celle de la pratique des prises illicites. Pratique des prises illicites. Quand est-ce qu'on parle de prises illicites? Parce que vous savez, ici chez nous, le contrôle, il est a posteriori. Vous avez votre marchandise, hein, vous avez importé, vous avez la structure des prix, c'est vous-même qui fixez votre prix, en y appliquant bien entendu la marge bénéficiaire, qui est de 0 à 20%. Alors, si vous, dans l'application de votre prix là, vous allez au-delà de cette marge bénéficiaire qui est autorisée ou permise, ou réglementé, à ce moment-là, vous tombez dans l'infraction de la pratique des prix illicites. Et les inspecteurs de l'économie peuvent se saisir de ces cas-là et vous serez sanctionné par rapport aux peines prévues par ces genres d'infractions. Donc, en matière économique, il y a des infractions qui sont prévues, hein, comme celle que je venais d'évoquer, relative à la pratique des prix illicites. Mais on dit souvent que dans notre pays, il y a des beaux textes. C'est l'application qui pose problème. Parce que parmi les gens qui enfreignent la loi, il y a aussi certains décideurs. Vous pensez que la population peut vraiment y trouver son compte dans une situation pareille? Oui, mais la population n'a qu'à exercer son contrôle et exercer une pression sur les autorités pour les amener à faire application des lois qui existent. Les lois sont là, elles ne sont pas mauvaises, mais si on constate qu'il y a un déficit sur le plan de l'application de ces lois-là, donc ce sont les animateurs, des personnes chargées de faire application qui sont défaillantes. Et la population peut exercer une pression. De quelle manière? Bon, enfin, on peut toutefois réclamer. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut aller casser les biens des gens. Mais non, il y a plusieurs manières de réclamer, même de manière pacifique. Voilà. Bon, réclamer tout mouvement, tout rassemblement de plus de 20 personnes, prohibé, interdit par le chef de l'État. Oui, mais écoutez, ça c'est pour le moment. Bon, enfin, comment ça peut se faire? Il y a des écrits. Et aujourd'hui, les gens recourent plus aux réseaux sociaux. Et je pense que les autorités ne sont pas, insensibles, ou on va pas dire qu'elles n'ont pas l'information, même à travers les réseaux sociaux. Donc, toutes les autorités sont toujours informées. Donc, quand on arrive à dénoncer ces genres de cas, même par ce canal-là, parce que pour le moment, bon, enfin, les rassemblements, c'est tout un problème, mais écrire, bon, peut-être que ça peut aussi prendre du temps pour faire parvenir un courrier et tout ça, mais ça, c'est un canal qu'on peut exploiter, bon, enfin, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, parce qu'on fait tout simplement une sorte de dénonciation. Et quand vous dénoncez, les autorités compétentes peuvent se saisir d'office de ce que vous avez dénoncé pour pouvoir vérifier. Il y a plusieurs services. L'État est organisé, est suffisamment organisé. Et il a toutes les informations qui peuvent circuler. Voilà. Bon, vous avez suivi, je crois, en même temps que nous, les mesures de restriction, les mesures pour protéger, préserver la population, freiner l'avancée du coronavirus. On voit sous d'autres cieux, l'État allégé quand même, supprime pendant un temps certaines taxes, et ça ne semble pas être visible dans notre pays. C'est comme si les opérateurs économiques sont abandonnés à leur triste sort, et là, ils vont subir leur colère à la population en majorant sensiblement les prix des biens de grande consommation, des produits de grande consommation. C'est un cri qui peut être entendu par les autorités et je pense que généralement les autorités ne sont pas insensibles. Donc je ne fais pas ici l'avocat des autorités, mais c'est par rapport aux situations que nous connaissons. Vous voyez, quand par exemple il y a une crise de farine, je sais qu'il y a des moments où on procède à l'exonération de certains produits. Et ça, c'est pour alléger la tâche de la population. Mais c'est que l'on ne devrait pas aussi oublier ceci. On est en train de demander à l'État de faire face à
des catastrophes, par exemple. La pandémie. Oui. Alors, pour faire face à cette pandémie, l'État a besoin des moyens. Donc, beaucoup oui, mais l'État ne va pas arriver à supprimer tous ces moyens, parce que s'il supprime, mais il va résoudre les autres problèmes comment? Donc, c'est une question un peu délicate. Donc, c'est aux autorités de pouvoir apprécier où est-ce qu'ils peuvent alléger. Par exemple, en ce qui concerne les produits de première nécessité, hein, nous avons la farine ici chez nous, il y a des histoires telles que les poissons, il y a les sucres et tout ça, ou même le riz. On peut penser à ces choses-là. Mais aux autres, bon, parce qu'on a toujours besoin de l'argent. L'État a besoin de l'argent pour faire face à tout ça. Imaginez. Il faut déployer, par exemple, le personnel médical. Mais il faut les prendre en charge. On va les prendre en charge avec quoi? Il faut que l'État ait des moyens. C'est-à-dire, il allège ici et il combat de l'autre côté avec des moyens. Parce que je ne vois pas, moi, le personnel médical qui va dire, bon, écoutez, on est là, on va rester peut-être dans des centres, des nuits, des jours, on n'a pas à manger, on n'a pas même du thé, du café et tout ça. Non, ça va être compliqué. Donc, l'État doit avoir les moyens pour combattre cela, mais l'État doit aussi voir comment alléger. Parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? L'État a au centre cette population. Tout ce que l'État est en train de faire, ça devrait être dans l'intérêt de cette population-là. Alors s'il y a des mesures qu'il faut alléger pour que cette population trouve son compte, on y va. Mais s'il y a aussi ce qu'il faut gagner pour continuer à aider cette population, il faut le faire. Voilà, merci beaucoup. Merci Maître Fidèle Kiomba. On vous donne juste 1 minute pour lancer un message aux décideurs et à la population en ce qui concerne le coronavirus qui frappe notre pays. Je dirais tout simplement que les mesures qui ont été prises, ou l'état d'urgence, quels que soient les débats qui peuvent être autour des qualificatifs ou pas, mais la réalité c'est que nous avons des circonstances graves. Et nous avons une pandémie qui menace le fonctionnement de nos institutions. Et c'est tout à fait indiqué que l'on puisse prendre ou proclamer l'état d'urgence. C'est normal. Et ça a été fait, à mon sens, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents du Sénat et de l'Assemblée. Et qu'après, enfin je ne sais pas si cela a été respecté comme tel, il y a eu une ordonnance qui a pris des mesures relatives à cet état d'urgence qui réduit ou qui réduit les libertés des gens dans l'intérêt supérieur de toute la communauté, dans l'intérêt supérieur de tout l'État. Mais il fallait maintenant vérifier est-ce que cela a été soumis à la Cour constitutionnelle pour vérifier si c'est conforme à la Constitution. Mais sinon, l'intérêt fait que on doit prendre ces mesures-là. Et on ne doit pas minimiser les mesures qui ont été prises. Il faut se protéger parce qu'il ne faut pas se fermer ou disons se voiler la face, ou fermer les yeux ou devenir aveugle alors que la technologie nous permet de voir ce qui se fait ailleurs. Et même dans des États plus développés que nous. Et on voit comment les gens sont en train de mourir. Et pourquoi ne pas prendre au sérieux ce qui est déjà arrivé ici chez nous pour que nous fassions le nécessaire afin que nous puissions éviter cette propagation pendant que les scientifiques sont en train de voir ou de lutter pour nous trouver, je crois, des médicaments ou quoi là pour arrêter ou éradiquer cette pandémie. Merci beaucoup, Maître Fidèle Kiomba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait confiance. Malgré votre agenda très chargé, même surchargé, vous vous êtes quand même donné du temps pour venir répondre à nos questions. Dans l'intérêt de notre communauté, on ne peut que le faire. Merci infiniment une fois de plus. Merci également à vous de nous avoir suivis, Maître Fidèle Kiomba est avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Il a été plusieurs fois membre du conseil de l'ordre du barreau du Haut-Katanga. Vraiment, je pense que vous avez été édifié par tout ce que nous avons ressorti dans cette émission qui a été beaucoup plus centrée sur les contours de l'état d'urgence décrété
ou proclamé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Restez avec nous, nous sommes Télé 50, à la prochaine.